Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique livresque, je vais vous parler du premier tome de Spiritera d'Aurélie Benatar, un premier tome qui s'intitule Racine, pour une saga qui s'annonce haute en couleurs, alors restez avec moi. Spiritera, comme je l'annonçais en introduction de cette vidéo, est le premier tome d'une septologie, je crois qu'on dit comme ça, une septologie, bref, une saga composée de 7 tomes bien distincts, et ce tout premier tome de couleur rouge s'intitule Racine. Et j'ai eu la chance de le recevoir avec pas mal de petits goodies de la part de l'autrice, notamment un magnifique marque-page qui met en avant l'héroïne principale, Rei, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est juste sublime, avec un petit ruban rouge, et une note d'information que je ne vous lirai pas pour garder du suspense. Bref, en tout cas, le package dans sa globalité est vraiment super joli. Ce premier tome de Spiritera, Racine, vous pouvez le retrouver chez Librinova. Vous pouvez le commander un petit peu partout sur internet, notamment sur Amazon. Et comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour retrouver l'ouvrage si celui-ci vous donne envie, et tous les liens pour retrouver l'autrice si vous voulez voir un petit peu son actualité et échanger avec elle. Comme je le disais du coup, Spiritera, tome 1, Racine, est le premier tome d'une septologie. Et ce que je peux vous dire avant de vous donner un petit résumé sans divulgacher l'intrigue, c'est que c'est une véritable petite pépite. De semaine en semaine, je me répète, je lis beaucoup de choses différentes et qui m'ont beaucoup plu, mais c'est tout à fait vrai, encore une fois, cette lecture était juste sublime. Je vais faire une comparaison un peu forte, mais c'est vrai qu'après la saga Harry Potter ou encore La Passe Miroir, je crois que cette nouvelle saga du coup de Spiritera est en place de devenir une saga qui va énormément me plaire et qui va rejoindre du coup ma bibliothèque à côté de ces sagas cultes. Parce que l'écriture est juste magnifique, c'est vraiment très très bien écrit, il y a une richesse dans le vocabulaire, mais en plus de ça, c'est pas incompréhensible, c'est poétique, c'est joli, les thèmes sont profonds. Il y a énormément de personnages dans ce bouquin, il y en a presque une trentaine au final. On a 7 personnages principaux qui sont charismatiques, emblématiques et qui restent en tête à la fin de ce premier tome. On a diverses intrigues qui se regroupent en une seule et grande intrigue principale. Et rien que pour tout ça, je trouve qu'on est sur un premier tome qui vraiment envoie du lourd. J'ai passé un super moment. Mais tout de suite, je vous propose de vous donner un petit résumé de Spiritera, tome 1, Racine, sans divulgacher, histoire de vous donner un petit peu envie. Dans ce premier tome, nous sommes en 2035, donc pas très éloigné de notre époque actuelle, et on se rend compte que dans ce futur qui est plutôt proche, nous rencontrons les mêmes problèmes qu'à l'heure actuelle. Et quand je parle de problèmes, je parle de pollution, je parle de causes environnementales, etc., réchauffement climatique. Tous les problèmes auxquels on fait face actuellement sont un petit peu décuplés en 2035. Bref, nous sommes en 2035, nous rencontrons les mêmes problèmes qu'en 2022, sauf que à ce moment précis de l'histoire, en juin 2035, nous faisons la connaissance d'un programme informatique qui s'appelle Spiritera. Spiritera, il a été créé par une personne mystérieuse qui s'intitule le Protecteur et qui met un petit peu en garde l'humanité contre ce qui va lui arriver par rapport à tous ces problèmes climatiques, environnementaux, etc. Jusque-là, vous allez me dire, pas besoin d'un programme informatique pour nous dire qu'on va droit dans le mur, tout le monde est au courant, donc pas trop d'intérêt. L'intérêt de Spiritera, et qui fait qu'il révolutionne un petit peu ce monde en 2035, c'est qu'il est capable de prédire les événements catastrophiques qui vont se produire dans le futur. Si les gens sont un petit peu sceptiques au début, que d'autres y croient, le programme informatique, dont personne n'arrive à trouver l'origine, même les plus grands chercheurs, tous ceux qui sont doués en informatique, la CIA, etc., ils n'arrivent pas à remonter jusqu'à la trace de ce protecteur qui a créé ce logiciel, ce programme informatique. On se rend compte assez vite que celui-ci est capable de prédire ce qui va arriver. Il le fait. En 2035, il prévoit, alors je ne sais plus trop exactement, mais des tsunamis à tel endroit de la planète. Il prévoit aussi des tornades dans un autre endroit. Et à chaque fois que le programme annonce ces catastrophes naturelles, elles ont tout simplement bien lieu, ce qui a le don du coup d'attirer les gens vers ce programme. Tout le monde se connecte sur Spiritera pour savoir les prochaines choses qui vont arriver. D'autres restent encore un petit peu sceptiques, évidemment, mais le programme a le mérite d'attirer vraiment l'attention de tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, les événements que le programme et que le protecteur ont prédits se sont réellement déroulés, du coup, ils ont vraiment eu lieu. Et ce sont des catastrophes climatiques qu'on ne peut pas trop prévoir. C'est difficile de créer soi-même des tornades ou des tsunamis, etc. Donc c'est vrai que quand ça a lieu, ça a quand même un impact fort sur la population qui se dit qu'effectivement un programme est capable de prédire l'avenir. Mais le protecteur, derrière son programme Spiritera, il ne s'arrête pas là,
puisqu'il annonce tout simplement la date de la fin du monde. Selon le programme informatique, la fin du monde aura lieu le 27 juillet 2037. Branle-bas de combat, les gens commencent à paniquer, d'autres n'y croient toujours pas, certains essayent de se connecter à Spiritera pour essayer d'en savoir plus, et le logiciel ne se contente pas, enfin le programme ne se contente pas d'annoncer juste cette date du 27 juillet 2037, il annonce que si la fin du monde est proche, on est capable de l'éviter. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut faire en moins de 2 ans pour éviter cette fin du monde dont les gens ne savent pas grand chose, comment elle va avoir lieu, est-ce que la Terre va être impactée par une météorite, est-ce que c'est la pollution qui va tuer les gens, qu'est-ce qui va vraiment causer la fin de l'humanité en 2037, en juillet 2037, les gens ne le savent pas. Le programme Spiritera annonce que pour empêcher cette fin du monde, il va y avoir un tirage au sort sur la planète qui va désigner 7 adolescents qui seront capables de retrouver les clés pour empêcher du coup cette fin du monde. 7 adolescents, 7 chakras, 7 clés pour sauver le monde, c'est comme ça que commence ce premier tome de Spiritera. On peut dire tout de suite que l'entrée en la matière est explosive, on est vraiment plongé au cœur de l'humanité, au cœur de cet impact et de cette révélation de fin du monde 2 ans dans le futur. On s'inquiète un petit peu de savoir si c'est vrai ou pas, et bien sûr on meurt d'envie de savoir qui seront ces 7 adolescents tirés au sort pour essayer d'empêcher ça. On fait tout de suite la rencontre du personnage principal de cette saga, à savoir la jeune Rachel, une adolescente qui se fait appeler Ray et qui est une adolescente atypique puisqu'elle est murée dans le silence. Depuis la mort tragique de son père quelques temps plus tôt, elle s'est murée dans le silence comme je le disais et elle ne parle tout simplement plus du tout. Elle écoute juste sa petite voix intérieure qui s'amuse à lui parler régulièrement. Si je dis pas de bêtises, au début du roman, elle vit chez sa belle-mère et avec sa fratrie qu'elle aime beaucoup. En revanche, ça se passe pas si bien que ça avec sa belle-mère. C'est cordial, je crois, mais ça se passe pas non plus super bien. Et bien évidemment, la jeune Ray, du jour au lendemain, va se rendre compte qu'elle fait partie des 7 tirés au sort pour aller rejoindre ce programme de Spiritera et rencontrer le protecteur. Ray a un petit peu de mal à y croire, pour elle c'est une adolescente qui n'attire pas grand monde, elle est tellement renfermée sur elle-même qu'elle a l'impression de fermer les portes autour d'elle, que les gens la prennent un peu avec indifférence. Donc elle se demande pourquoi elle a été tirée au sort, pourquoi c'est elle qui a été choisie pour rejoindre ce programme et tenter de sauver le monde. Ray, pour la petite information, comme je le disais en introduction de la vidéo, elle est sur ce fabuleux marque-page du roman et elle est juste magnifique. Ça c'était pour le petit aparté, mais bref, une fois que Ray reçoit son invitation à rejoindre Spiritera et les 6 autres élus, elle décide d'y aller et de voir de quoi il en retourne. C'est ainsi qu'elle se rend dans un endroit très secret, on vient la chercher et on fait comme si elle allait intégrer une nouvelle école pour essayer de cacher justement cette identité, puisqu'en fait on se rend compte que les 7 élus qui vont être tirés au sort vont garder quand même l'anonymat par rapport à Spiritera et par rapport à la planète, c'est-à-dire que les gens vont être au courant de qui vont être les 7 élus, mais leur identité va être cachée, puisque vraiment le but du programme est d'empêcher la fin du monde. Ce n'est pas de faire en sorte que les 7 élus soient des stars internationales, etc. C'est vraiment de les amener et faire en sorte qu'ils réussissent leur mission. Pour autant, le programme veut partager tout ça avec l'humanité, ce qui fait que les gens vont pouvoir se connecter sur Internet, suivre les aventures des 7 candidats qui ont été sélectionnés, pour essayer de retrouver ces 7 clés pour essayer d'empêcher la fin du monde. Mais d'après ce que j'ai compris, la version que les téléspectateurs vont voir de ce qui se passe avec les 7 élus sera une version où les images des adolescents seront floutées, cachées par un code couleur qui leur correspond. Bref, tout ça pour vous dire que les 7 élus ont été tirés au sort, c'est le branle-bas de combat sur la planète, tout le monde a envie de savoir qui c'est, tout le monde veut assister à leur arrivée à Spiritera, veulent voir comment ils vont faire pour essayer de trouver ces 7 clés. Bref, l'investissement est mondial. Il y a toujours des sceptiques et il y a toujours des gens qui essayent de courir après ce programme Spiritera et le protecteur pour essayer de les dénicher et potentiellement leur voler ce programme qui est capable de prédire la fin du monde. La jeune Ray, elle, de son côté, elle est amenée du coup chez le protecteur avec les 6 autres adolescents. 6 autres adolescents hauts en couleur, et là je fais un petit jeu de mots parce que du coup leur est attribué dès le début une couleur bien spécifique par rapport à leur chakra. Et nous faisons donc la connaissance des 6 autres adolescents tirés au sort qui viennent d'un peu partout à travers le monde. On fait la connaissance de Keiji, Shaiton, Hélène, Ali, Alpha et Stepan. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces 7 personnages hauts en couleur ont un petit peu du mal à accepter cette future mission, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qui est le protecteur, leur guide qui s'appelle Cassandra et qui est venu les chercher se montre mystérieuse. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont les 7 élus capables de retrouver les 7 clés capables d'empêcher la fin du monde en 2037. Et je vais m'arrêter là pour le résumé sans divulgacher parce que j'en ai quand même beaucoup dit. Mais vous avez là le pitch de départ de ce premier tome Spiritera Racine.
et le pitch de départ du coup d'une grosse saga en devenir. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie parce que ça vaut vraiment le coup, je vous le conseille à 100%. Maintenant, et comme d'habitude, vous le savez, je vais rentrer dans les détails de l'intrigue. Donc si vous n'avez toujours pas lu Spiritéra d'Aurélie Benatar, je vous invite directement à cliquer sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Alors comme c'est un premier tome et qu'il y a énormément de sous-intrigues et de personnages secondaires et de personnages principaux, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et disséquer l'intrigue du début jusqu'à la fin, mais je vais vous raconter vraiment la grosse ligne principale qui mène jusqu'à la conclusion de ce premier tome. Ray, Shetton, Keiji, Hélène, Ali, Stepan et Alpha, du coup, je suis obligé de lire ma fiche parce qu'ils sont beaucoup et que c'est dur de retenir tous les prénoms. Ces 7 adolescents font donc connaissance. Ils ont des caractères vraiment plutôt opposés. Et au début, on a un petit peu du mal à les cerner. On a Hélène qui est un petit peu superficielle. On a Alpha qui est un petit peu intriguant. On a Shetton qui est un peu insupportable, qui est un peu porté sur le sexe, qui est un peu grossier, etc. On a Ray, notre héroïne principale, qui est réservée, qui ne parle pas, qui est muette. On a Stepan qui est un jeune garçon plutôt solitaire, en retrait, qui ne parle pas beaucoup non plus, qui a du mal à s'investir, qui a l'air un petit peu dans la lune. On a Ali, on a Keiji qui ne parle pas très bien l'anglais. Bref, on a vraiment 7 personnalités hautes en couleurs. Comme je lui disais, le protecteur, ou en tout cas leur guide, Cassandra, si je ne dis pas de bêtises, leur a attribué une couleur qui leur correspond par rapport à leur chakra. Et ils font connaissance par rapport à tout ça. On sent qu'ils ont un petit peu du mal à se faire confiance, qu'ils ont une backstory qui est assez importante, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on sait que s'ils ont été tirés au sort, c'est pour une raison, mais eux-mêmes à ce stade de l'aventure, au tout début, ils ne savent pas trop pourquoi eux ont été choisis, surtout qu'ils ont tous un passé, comme je le disais, qui est assez fort, assez important, et on se doute qu'il y a une raison par rapport à ça. Bref, ils sont emmenés dans une espèce de petite auberge, je crois, en tout cas il y a une bergerie avec des animaux, etc. Ils sont vraiment cachés et normalement ils ne sont pas censés être retrouvés par ceux qui désirent mettre la main sur le programme Spiritéra. Ils sont dans un endroit vraiment tranquille où ils vont pouvoir en apprendre plus sur le programme, sur le protecteur et sur leur mission pour retrouver les 7 clés capables de sauver l'humanité. Cassandra, comme je disais, c'est leur guide, c'est elle qui va les chercher, qui les emmène au protecteur. Malheureusement, ils ne vont pas rencontrer le protecteur en personne, puisque celui-ci va s'adresser par l'intermédiaire d'une télévision, je crois, ou d'un écran qui sort du plafond, avec une voix plus ou moins trafiquée, je crois, donc ils sont un petit peu déçus par rapport à ça, et on se doute que son identité nous sera peut-être révélée dans les prochains tomes, ou peut-être à la fin de la saga. Peut-être pas du tout, mais en tout cas nous n'avons pas la réponse lors de ce premier tome, ce qui n'est pas grave en soi puisqu'il se passe tellement d'autres choses plus importantes à ce stade que ce n'est pas un problème. Nous rencontrons également Monsieur Man qui est un homme qui leur fait à manger, qui s'occupe un petit peu d'eux, Monsieur Man qui a une fille qui s'appelle Anaïs, Anaïs qui est une petite fille qui est enfermée dans sa chambre, qui n'a pas le droit de rencontrer les 7 élus, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un petit peu cette pression de savoir qui est ce personnage. On sent qu'il y a un lien qui se tisse malgré tout entre elle, Shetton et Ray, qui arrive à la voir un petit peu en secret alors que c'est interdit et on comprend pas trop pourquoi. En tout cas, les 7 élus sont réunis ici, dans cette petite auberge, en tout cas, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire. Les 7 élus sont ici pour s'entraîner et ils vont dans une salle d'entraînement bien spécifique qui s'appelle Flyfold. Alors Flyfold, je vais essayer de pas le dire très souvent parce que je bug sur ce mot, je n'arrive pas à ma langue fourche. Flyfold. Bref, c'est leur salle d'entraînement. Ils ont chacun une espèce de niche à leur couleur. Pour tout vous expliquer, ils ont une espèce de niche, une espèce de corbeille géante à leur couleur. Chacun rentre dans la corbeille qui lui est attitrée et se connecte grâce à un câble qui sort du plafond, une connexion qui se fait par le nombril, qui leur permet d'intégrer le programme informatique Spiritéra. Un petit peu à la manière d'un jeu de réalité virtuelle, sauf qu'il n'y a pas de casque, ça se passe directement avec un câble qui est relié au niveau du nombril, et ça les fait tout simplement voyager dans ce monde informatique, plus réel que jamais, puisqu'on comprend que tout ce qui va se passer dans ce programme informatique de Spiritéra a été créé de telle façon que les 7 élus vont devoir retrouver du coup la première clé. Alors je ne sais pas si je suis très clair parce que c'est compliqué à expliquer, mais en gros les 7 élus vont d'abord tenter de retrouver une première clé. Ils auront, je crois, que quelques heures pour essayer d'y parvenir et ils vont du coup intégrer un premier programme, un peu comme un premier plateau de jeu vidéo, un premier monde, on va dire, pour essayer de récupérer une première clé. Et tout ça, ça va être filmé et retranscrit en direct à la télévision, sur internet, etc. auprès de la population mondiale. Qui, encore une fois, ne sera pas en mesure de découvrir leur identité puisque leur visage sera flouté à leur couleur. Et si on peut penser au départ que voilà, ils vont se connecter à une sorte de jeu de réalité virtuelle, qui vont essayer de retrouver une clé et que ça va aller vite et qu'il n'y aura pas d'investissement émotionnel, on se trompe,
puisque rentrer dans Spiritera, rentrer dans ce premier programme, dans cette première mission pour tenter de retrouver une première clé, va s'avérer beaucoup plus fort, beaucoup plus réel, beaucoup plus puissant que prévu. C'est exactement comme s'ils allaient rentrer dans un tout nouveau monde, un vrai monde où les sensations sont réelles, les personnes qui vont croiser semblent tout aussi réelles. On sent que Spiritera est un logiciel intelligent qui est capable de créer des espèces de mondes rien qu'à lui-même. Même si ça reste de l'informatique, les 7 adolescents ont beaucoup de mal à y croire, tellement tout leur paraît réel, tellement leurs émotions sont décuplées et tellement ils vont rencontrer des gens avec qui ils vont tisser des liens dans ce programme. C'est fort, hein, et encore vous n'avez rien lu. Encore un bref, du coup Ray, Shelton, Ali, Hélène, Stepan, Alpha, etc., cette petite bande de 7, ils vont apprendre à se connaître, à s'apprécier et ils vont tisser des liens de plus en plus forts à mesure qu'ils vont tenter leur connexion pour essayer de trouver cette clé et de remporter cette première victoire. Je ne l'ai pas précisé, mais avant d'entrer dans ce programme et avant de tenter cette mission pour retrouver cette première clé, ils ont eu une phase d'entraînement avec Cassandra et un homme dont là j'ai oublié tout de suite le nom. Mais bref, ils ont une séance d'entraînement où ils vont apprendre les arts martiaux, ils vont apprendre à se recentrer sur eux-mêmes en tant qu'être humain, à faire évoluer leur côté, leur esprit, pardon. Ils vont apprendre à écouter leur propre chakra, puisque chacun des 7 a un chakra qui lui est propre. Là, le premier tome s'appelle le chakra racine, et on sait que les prochains tomes auront également leur propre thème particulier, avec leur propre personnage principal qui lui est attitré. Si, comme je disais au début du roman, le personnage principal qui nous est présenté est celui de Ray, on sent que ce premier tome est avant tout centré sur Shelton. Shelton qui est le chakra racine du coup, et dont la mission principale, dont le tome numéro 1 lui sera plutôt consacré. Tout ça pour dire qu'avant d'entrer dans le système informatique, ils ont eu une phase d'entraînement psychologique et physique, et que le jour où Cassandra les sent prêts, ils y sont envoyés du coup dans ce programme pour tenter de retrouver la première clé. Ils n'ont que quelques heures de connexion pour pouvoir y arriver, à raison de 2 heures de connexion par projection. Ce qui fait que quand ils vont dans Spiritera, ils doivent synchroniser leur montre, et au bout de 2 heures, celle-ci sonne, et ils doivent tous les 7 rentrer, se déconnecter en prononçant le nom de la salle de sport Flyfold, et rentrer tous ensemble dans le monde réel. Et c'est vraiment important, c'est vraiment précisé qu'ils doivent être les 7 réunis, et prononcer ce mot en même temps pour pouvoir rentrer, sinon ça ne marche pas. On va rentrer dans la partie la plus importante du roman lorsqu'ils vont se connecter pour la première fois du coup à Spiritera et à ce premier programme. Ils vont rentrer dans un monde assez atypique, assez original et angoissant, puisqu'ils vont pénétrer dans le monde de Tap Down. Tap Down. J'ai du mal avec l'anglais. Tap Down. Ils vont découvrir un monde du coup totalement différent, avec un ciel violet, des buildings hyper hauts, et je crois que Tap Down est écrit en lettres lumineuses, en verticale ou en horizontale, je ne sais plus, mais en tout cas ils vont rentrer dans cette ville gigantesque avec cette forte lumière violette, et tous ces gens un petit peu énigmatiques qui marchent un peu dans tous les sens et qui semblent un peu perdus. C'est là qu'on entre dans la partie la plus complexe du roman. Il faut s'accrocher, mais ça vaut le coup. Mais si vous regardez cette partie où je divulgage, vous avez sans doute déjà du coup lu ce premier tome, et vous savez que du coup les 7 adolescents qui sont rentrés dans ce premier programme, dans Top Down du coup, ils vont faire un sacré voyage. Ils vont rencontrer énormément de personnes, et que ce soit des personnes du coup en haut de cette ville Top Down ou en dessous, ce qui se passe sous le métro, notamment à Underdome. Ils vont rencontrer en fait tout simplement, comme vous l'avez lu ou que vous allez le lire, la misère qui se cache sous ce monde, tous ces groupes d'enfants qui sont dans la misère la plus absolue, dans le métro, etc., qui sont même en dessous ce fameux métro qui se cache avec les chats-rats, des espèces de chats animaux qui ressemblent à des rats. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des espèces de pustules qui leur poussent partout sur le corps. Ça s'appelle la bulbose. Ça s'appelle la bulbose. Bref, il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants qui sont atteints de la bulbose et qui en meurent, dans l'indifférence totale des gens du dessus. On n'est encore une fois pas très éloigné du monde actuel, de notre vie à nous, ou de la vie réelle des personnages du roman. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on sent que leur mission dans Spiritera a un lien avec tout ce qui se passe dans la vie réelle. On sent qu'il y a encore cette cause écologique, cette cause environnementale, humaine, qui est propre à l'autrice et qui est propre aussi à l'univers du coup de cette saga. Et du coup, en tant que lecteur, on s'interroge en même temps que les personnages principaux, les 7 personnages, en se disant quelle clé ils vont devoir trouver. Est-ce que c'est une vraie clé? Est-ce que c'est une clé spirituelle? Est-ce que c'est une autre clé? On se demande ce que c'est que cette clé qu'ils doivent réussir à remporter, cette première clé qui leur redonnera l'accès du coup à la prochaine étape,
au deuxième monde pour essayer justement de réunir ces 7 clés au total. On n'en est qu'au premier tome, on n'en est qu'au premier monde qu'ils vont visiter et c'est déjà extrêmement dur, extrêmement difficile de réunir cette clé, de s'intégrer dans ce programme et on se dit qu'on n'en est qu'au premier, alors qu'est-ce que ça va être les 6 autres programmes qui les attendent? Ça va être un voyage vraiment de fou. Je reviens sur ce que je disais par rapport à Top Down et Underdome, cette ville apocalyptique où les gens du dessus se foutent totalement des gens du bas qui sont en train de crever par rapport à la maladie, etc., la pauvreté. On est vraiment dans une satire un petit peu sociale et une métaphore de notre monde à nous, comme je le disais. Et donc, nos 7 personnages principaux vont, eux, débarquer dans ce monde, rencontrer les personnages secondaires de ce monde qui est en détresse, notamment du coup dans les sous-sols. Ils vont se lier d'amitié avec plein de personnages que je vais vous citer, que j'ai écrits, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez Siana, Blanqui, Arabella. Ils vont faire connaissance avec le Loco, un homme complètement fou. Ils vont faire aussi la rencontre de Valjean Lapin. Et il y a une sacrée référence littéraire par rapport à ça et je vous invite à découvrir laquelle. Pour en venir au fait, tout simplement pour dire qu'en fait, les 7 adolescents, dont Ray, ils vont se lier d'amitié malgré eux avec ces enfants pauvres. Ils vont essayer d'en savoir plus et essayer de les aider, si bien que finalement, retrouver cette clé, c'est pas que ça devient secondaire, ils ont toujours envie de savoir ce que c'est et de la récupérer, mais malgré eux, ils sont pris dans les émotions qu'ils ressentent et ils ne peuvent pas rester indifférents tellement ce monde leur paraît réel, tellement toutes les rencontres qu'ils font les touchent, ils sont investis corps et âme. D'ailleurs, en parlant de ça, on se rend compte que les blessures physiques qu'ils ont dans ce programme informatique les touchent également dans le réel. Donc si quelqu'un se blesse dans le programme, il sera blessé dans la réalité. Donc Ray et ses 6 amis vont forger des liens extrêmement forts au fur et à mesure qu'ils vont se connecter au programme pour tenter de retrouver cette première clé. Ils vont également tisser des liens avec tous les personnages de ce premier programme, dans Underdome plus précisément, et ils vont essayer petit à petit de comprendre ce qui se passe dans ce monde et tenter de mettre la main sur cette première clé. Face à la souffrance, à la maladie des gens d'Underdome, face au manque de nourriture, à la pauvreté, etc., à la fin du roman, ils vont finir par réussir à ressouder un petit peu ces deux mondes qui se sont coupés l'un l'autre pour des raisons qui sont typiquement humaines, mais qui sont des grosses erreurs de postulat de départ et qui ressemblent vraiment à ce qu'on pourrait voir dans notre vrai monde à nous. Bref, les sept adolescents composés de Ray, justement, vont réussir à rétablir ce lien entre le monde du dessus et le monde du dessous en mettant en lumière les véritables méchants, les véritables antagonistes, les véritables problèmes. Ils vont réussir à tout régler, non sans mal, non sans perte également, pas par rapport aux 7 parce qu'ils restent en vie heureusement jusqu'à la fin, mais par rapport à des pertes de gens qu'ils ont connus dans le programme et qui vont mourir. Je ne dis rien, si vous n'avez toujours pas lu, je vous laisse le suspense, mais en tout cas, tout ce qui va se passer au sein de ce premier test, au sein de cette première mission, va avoir un impact fort aussi bien physiquement que psychologiquement chez les 7 personnages principaux, qui vont réussir du coup à récupérer cette première clé, une première clé qui est spirituelle, qui est mentale, qui n'est pas une vraie clé au sens propre du terme. Et cette première clé, elle touche plus particulièrement le personnage de Chayton. Chayton qui, comme je le disais au début, est un personnage un peu grossier, un peu vulgaire, porté un petit peu sur le sexe, etc., un petit peu insupportable, et qui va avoir une évolution radicale du début jusqu'à la fin du roman. Au début, on le déteste, au milieu, on commence un petit peu à l'apprécier, tout comme Ray, le personnage principal, et à la fin, on l'adore, et on comprend que ce premier programme, ce premier test était fait pour lui, pour son chakra racine, et c'est lui qui en ressort le plus transformé à la fin de ce premier tome. Je pense pouvoir dire que finalement cette clé, elle était en lui, et c'est cette clé à lui qui a été déverrouillée à la fin de ce premier tome du coup, et c'est en ça que c'est une réussite, d'un point de vue écriture bien sûr, d'un point de vue histoire, d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue de l'action et de ce qu'ils devaient accomplir les 7 en tant que personnages, c'est une totale réussite. Du coup, à la fin du roman, ils ont réussi leur mission, non sans peine, ils ont eu des pertes, ils ont évolué chacun à leur manière, ils ont grandi, et on sent qu'ils sont prêts à prendre quelques jours de vacances dans leur famille, qui ignorent vraiment tout, que ce sont eux qui ont été choisis pour sauver le monde, puisque leur identité, encore une fois, est gardée secrète, mais ils vont devoir revenir après leurs vacances pour accéder au deuxième plateau, j'ai envie de dire, à leur deuxième mission. Ils vont devoir pénétrer dans un deuxième monde pour récupérer la deuxième clé, puisque le temps tourne, que la date du protecteur, à savoir juillet 2037, est toujours d'actualité. Donc on a vraiment envie de savoir la suite, et eux en tant que personnages, ils ont envie de revenir et ils ont envie d'en découdre, et on est tout aussi motivés qu'eux. D'ailleurs, il n'y a pas que nous dans le roman, la population entière est de leur côté.
Spiritera, cet événement télévisé du coup a séduit mais des milliards de téléspectateurs. Il y a des milliards de connexions tous les jours pour savoir où est-ce qu'ils en sont. C'est une réussite pour le programme et pour le protecteur. Je ne sais pas trop comment me situer par rapport à ça. Certes, ça a l'air d'être une mission hyper importante, tout ça a l'air d'être vrai. On est du côté des personnages principaux. Le côté média, le côté on vous montre ce que font les 7. Je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif, c'est super bien écrit, hein, c'est pas ça la question. C'est de savoir si les intentions du protecteur sont bonnes ou mauvaises, et si le fait de montrer ça à des milliards de personnes, c'est bien ou pas. Après, je pense que mais ça c'est mon intuition, c'est ma théorie, je pense que pour que ça ait un impact sur l'humanité, que les 7 personnages aient un impact, je pense qu'il faut qu'il y ait le plus de monde qui regarde l'émission, puisqu'on le voit à la fin, l'autrice l'écrit. Le fait que cette première mission ait été réussie par les 7 personnages principaux a un impact sur des gens dans la population mondiale. Comme les 7 ont un petit peu déjoué cette première mission en faisant que les méchants de Top Down et les pauvres miséreux de Underdome réussissent à trouver un accord et à faire la paix, etc., à essayer de se sauver grâce à la nourriture, grâce à la terre, etc., grâce aux médicaments que fournissent les plantes, etc. On sent que ça a un impact dans le monde réel et que les gens commencent un petit peu à changer leur habitude, à être un peu plus ancrés dans leurs racines, d'où le titre du premier tome. Donc on sent que le fait que les 7 adolescents aient réussi leur mission, ça a un impact sur les gens de leur monde et qu'ils ont petit à petit envie de changer. C'est peut-être ça la clé de toute cette histoire, peut-être qu'à la fin des 7 tomes de Spiritera, les 7 élus auront réussi tout simplement à modifier les consciences de la population mondiale et que c'est l'humanité entière qui va se remettre en question et adopter un mode de vie complètement différent grâce à ce qu'ils auront vu à travers les 7 élus et le programme informatique Spiritera. Ça c'est ma théorie, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment dans ce sens-là. On verra si je me trompe ou pas. Ma conclusion. Spiritera d'Aurélie Benatar, tome 1 Racine, est un petit chef-d'œuvre. J'ai juste envie de lire la suite. Je sais que l'autrice est actuellement dans l'écriture du tome 2, donc il va falloir se montrer très patient. Mais j'ai littéralement adoré cette histoire. Je l'ai dévoré, c'est un beau petit bébé, et pourtant ça se lit hyper vite, c'est super bien écrit. Les 7 personnages principaux sont hyper charismatiques, hyper attachants, surtout Ray, j'ai adoré ce personnage, y compris le personnage de Stepan, qui sont mes 2 personnages préférés de cette intrigue. Mais ils sont tous vraiment géniaux, il y a énormément de personnages secondaires, on peut compter entre une vingtaine et une trentaine de personnages. Savoir jongler avec tous ces personnages, tous ces mondes différents, toutes ces sous-intrigues, c'est un peu du génie, c'est tellement bien fait, on ne s'y perd pas un seul instant. Ça reste compréhensible du début jusqu'à la fin, même s'il faut s'accrocher. Il y a vraiment un intérêt, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un intérêt global, il y a un fond d'histoire qui est vraiment fort, qui nous touche en tant qu'être humain, et il y a cette quête de mystère, de résolution d'intrigue, il y a de l'action, il y a de l'émotion, bref, c'est juste génial. Et encore une fois, le package qui va avec est extrêmement réussi, donc on a là un vrai coup de cœur, encore une fois, de cette année 2022, de cette fin d'année 2022. Si vous aimez les histoires bien écrites, les premiers tomes vraiment bien réussis avec des personnages hyper attachants, plein d'action, plein de rebondissements, plein de personnages bien écrits, encore une fois, plein de suspense, plein d'émotions, etc. Je suis sûr que ce premier tome Spiritera, il va vous plaire. Comme je le disais dans la vidéo, j'avais pas ressenti ça depuis Harry Potter et la passe miroir. Donc bravo à l'autrice parce qu'elle a fait un travail vraiment de fou. Et si les 6 prochains tomes sont de la qualité de ce premier, alors on aura une saga qui sera vraiment mais génialissime du début jusqu'à la fin. Donc vivement. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà lu Spiritera d'Aurélie Benatar? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du dernier prix Goncourt 2022, Vivre vite de Brigitte Giraud. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!